Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans 6388, votre podcast qui parle de création de jeux de société. Je suis Zéphiriel et pour parler de création de jeux, je suis obligé de demander ça à un pro, à une personne qui fait sa vie de création de jeux. Et pour cela, je suis accompagné bien sûr du fabuleux Théo Rivière. Salut! Salut, comment tu vas? Bah écoute, plutôt pas mal, très content d'attaquer ce deuxième épisode. Et toi, comment vas-tu? Écoute, ça me fait vraiment très plaisir aussi. Là, on a fait une petite pause entre l'épisode 1 et l'épisode 2, le temps que la vie reprenne son cours post-confinement. Et je suis content qu'on arrive à enregistrer ce deuxième épisode pas trop longtemps après le premier, au final. Ouais, qu'on garde un peu notre niaque. À fond. Alors, je te propose, et on l'avait déjà annoncé sur la fin du premier épisode, donc on avait fait un premier épisode un peu fourre-tout, pour parler vraiment du proto, dans les grandes largeurs, mais surtout, de l'idée première, de la conception, en partant, soit du thème, d'une histoire ou d'une mécanique, bien précise. Maintenant, on va avancer un petit peu là-dessus et on a notre thème, on a notre histoire, on a notre mécanique, on a quelque chose qui a envie de prendre vie là. Et bien, c'est toi qui m'avais proposé ce sujet, c'était de passer directement à la conception, mais la conception physique d'un prototype. Donc le sujet, pour le dire très clairement, c'est comment construire et avoir un proto de jeu de société présentable pour faire déjà du bêta-test et voir si l'idée qu'on avait un peu en tête peut servir à quelque chose. Est-ce que je résume à peu près bien ce qu'on avait dit? Tu résumes parfaitement bien, même. Ah bah, c'est parfait alors. Première question un peu simpliste, mais faut bien commencer quelque part. On a une idée de jeu, alors là on a rien défini, mais on va avoir des idées, tu vas avoir j'imagine des exemples au fur et à mesure. On a notre idée de jeu, on a notre mécanique disons, qui est partie. L'étape suivante c'est quoi? C'est, je prends un papier et je commence à noter des choses en disant: «Bah voilà, je vais, tirer des dés, puis je vais faire ça». Est-ce que tu passes directement à quelque chose de plus physique et je prends du carton et je découpe dedans? Et comment toi tu fais les choses? Comment tu penses les choses? Il y a un peu deux écoles sur ça. Moi, je suis de l'école, je construis très vite quelque chose. C'est-à-dire que je peux avoir un jeu qui n'est pas encore complètement fini dans ma tête et commencer d'ores et déjà à découper des cartes, à créer des dés, à imaginer des pions, etc. Parce que j'ai très vite besoin d'avoir quelque chose de physique entre les mains. Qu'on pourrait appeler un peu l'école Ludovic Maublanc, c'est un peu lui qui m'a appris à faire ça comme ça. Là où à l'inverse, je sais que quelqu'un comme Bruno Catala, pour en avoir parlé avec lui, a tendance à vachement processer le jeu dans sa tête. Et quand il fait un premier prototype, il est presque sûr que ça va marcher. En fait. Là où parfois, moi, je construis des cartes et je sais, tu vois, je sais que j'ai envie d'avoir un dé dans la boîte, alors je mets un dé, mais je sais pas encore trop ce qu'il fait. Et le jeu, il fonctionne pas encore vraiment à ce moment-là. Quoi. Je suis vraiment en construction extrêmement vite et extrêmement tôt. Oui, en fait, t'es plus une école, je veux dire, physique, j'allais dire fidget presque, dans l'idée de se dire: «Il faut que tu touches des choses, il faut que tu crées, physiquement, les choses et que tu vois comment ça peut fonctionner ensemble, finalement». Ouais, clairement, ça va être, c'est un truc qui va être vachement inspirant. Et à ce moment-là, je suis souvent sur un proto assez moche pour pas prendre trop de temps. Typiquement, sur mon bureau, j'ai une pile de cartes de reliquats de prototypes qui ne sont pas allés au bout ou qui ont changé de version. Et souvent, quand je sors les petits papiers qui m'ont servi à créer des cartes, des protège-cartes, j'y reviendrai, mais qui est un truc que je fais souvent, bah, je les mets de côté. Et comme ça, j'ai toujours une pile de, je sais pas, je dois avoir 300-400 cartes coupées au bon format. Ce qui fait que si demain je dois faire un proto très vite, bah tac, je prends ces cartes et je m'en sers un peu comme des post-it. Et j'ai directement quelque chose qui est manipulable. Alors attends, je reprends ça, c'est-à-dire qu'en fait, tu as prédécoupé des cartes d'un format qui peuvent rentrer dans des protège-cartes Ouais, et comme ça, si tu as une idée, tu la prends, tu notes, ce que fait la carte dessus, tu la mets dans ton protège-carte et tu enchaînes. c'est pratiquement ça, sauf que je les ai pas prédécoupés en mode tiens, je me fais des post-it pile à la bonne taille. C'est du brouillon de prototype précédent. Tu vois, comme souvent, bah, j'imprime que sur un côté. Là, une fois que j'ai découpé, que j'ai mis dans un protège-carte, puis que je les ai enlevés parce que ça marchait pas, je conserve ces petits papiers comme étant des super post-it. D'accord et du coup, tu t'en sers aussi comme un je veux dire un aide-mémoire ou quelque chose qui te dit: «Bon, bah, voilà, là, j'ai, ça a pas fonctionné» ou tu la mets de côté pour dire: «Ça pourra fonctionner pour autre chose», par exemple? Non, non, c'est vraiment à ce moment-là de alors j'ai tendance à empiler les différentes versions dans les protège-cartes.
J'ai bossé pas mal sur des jeux de cartes et des fois mon protège-carte il sature parce que j'ai 4-5 historiques de la carte derrière au cas où j'ai besoin de la regarder. D'accord. Et je finis toujours par me dire, en fait, je regarde jamais l'historique des cartes derrière, donc il faut que je les jette. Et d'ailleurs, je les récupère souvent à ce moment-là. Mais globalement, non, je garde pas tant de traces que ça des versions précédentes, quoi. J'en ai pas tant besoin. Là, tu le disais, donc le côté création directement sur une carte pour essayer de voir fonctionne. Comment tu construis un proto? C'est-à-dire vraiment l'idée de dire ok, on a avancé sur la création, tu sais où est à peu près ta mécanique, tu as besoin de faire un premier playtest. Comment tu passes par quoi? Tu fais que tes cartons, tu as des fouts de papier, tu vas prendre un dé et tu vas noter que en fait le 6 c'est pas un 6 mais c'est autre chose. Physiquement pur et dur, hein. J'entends vraiment de la construction pure et dure. Très vite, j'ai envie d'avoir un truc un peu joli, parce que on y reviendra un peu après, mais j'ai besoin que mes testeurs ils soient dans un truc un peu confortable et qu'il n'y ait pas le côté moche qui les sorte un peu de leur expérience de jeu. Donc très vite, je fais des fichiers informatiques en utilisant un logiciel qui s'appelle Affinity Designer, qui est une sorte de sweet design moins cher, qui est presque aussi bien d'ailleurs. Ce podcast n'est pas sponsorisé, mais je vous conseille quand même de jeter un coup d'œil. Et après, j'imprime beaucoup sur du papier de base et je mets donc dans des protège-cartes. Donc Alors c'est marrant, à chaque fois que j'en parle avec des gens pas du monde du jeu, c'est un truc qui les impressionne toujours et qui a l'air assez dément quand t'es pas dans le monde du jeu, le concept de protège-carte. Le sleeve, je pense que c'est une religion chez les joueurs, hein, pour beaucoup en tout cas. À fond. Et donc moi je suis très sleeve avec une carte Magic dans le fond, comme j'ai beaucoup joué à Magic, qui me sert à ce que ça soit un peu cartonné. Et après, j'imprime beaucoup sur du papier autocollant et je découpe, soit sur du carton gris un peu épais, soit pour faire des faces de dés qui ressemblent un peu à des faces de dés que je colle sur des dés vierges ou ce genre de choses. D'accord. C'est vraiment dès que je sens qu'il y a un truc et que le proto me donne suffisamment envie pour avancer dessus, très vite je fais un truc vraiment clean qui ressemble à ça. Et après j'ai 2 autres outils principaux j'ai une armoire pleine de matos de jeu que j'ai récupéré et glané de ci de là. Je sais pas, des cubes en bois de toutes les couleurs. Quand je finis un Legacy, je récupère toutes les pièces et je les mets dans un tiroir, ce genre de choses. Et une imprimante 3D qui me permet, elle, de faire des pions avec des formes un peu plus folles au besoin. Ouais, l'imprimante 3D, je pense que c'est la meilleure amie de toutes les créations, en général, mais les créateurs de jeux de société, ça doit être vraiment la base maintenant, non? Oui et non, en fait, il y a presque ce côté de l'outil crée le besoin. Et donc, il y a clairement, c'est Antoine qui en parlait pas mal en disant que quand il a bossé sur Paku Paku, Mmh. qui est un jeu où on empile des bols, c'était un peu son jeu de la découverte de l'impression 3D, où comme il avait découvert ça, il pouvait faire des jolis bols et les empiler, et ça lui a donné l'idée de faire le jeu. Après, régulièrement, je me retrouve à imprimer des trucs en 3D, un peu parce que j'ai la flemme de fouiller dans mon placard et trouver des pions en forme de poisson, et aussi parce que j'ai envie d'avoir un truc vraiment joli, là où je pourrais faire des tokens en carton rond qui marcheraient très bien. D'accord. Et ça, on y reviendra. Je me le note de côté de parler de la beauté entre guillemets du proto, parce que j'ai plein de petites questions là-dessus. Mais c'est intéressant que ça vienne pour toi tôt dans cette création. En termes de matos, pour essayer de faire un listing un peu plus exhaustif, parce que j'imagine que, enfin, tu me le disais d'ailleurs un peu en off, tu avais beaucoup de retours sur ce genre de questions, en tout cas beaucoup d'emails. Quoi d'autre? On parle d'un logiciel, bon, tu as une armoire de matos avec des cubes en bois et des trucs restants des autres jeux, mais quoi d'autre? Il y a forcément, genre, j'imagine le cutter, j'imagine une règle. Alors, j'utilise pas de massicot, je découpe tout cutter plus règle. Donc, une règle en métal un peu épaisse et un cutter. Et après, il y a un truc qui se transmet de game designer en game designer, qui est une technique inventée par Sébastien Pochon lui-même, j'ai un outil un peu incroyable, qui est un coupe-joint, donc qui est un espèce de set d'emporte-pièces extrêmement coupant. Normalement, c'est utilisé pour la plomberie, mais qui fait des ronds de différentes tailles. Donc le mien, je crois qu'il va de 2 mm à 50 mm, que tu mets sur un espèce d'outil en métal, et après tu tapes dessus à la masse et ça découpe des ronds parfaitement ronds. Et je me sers beaucoup de ça pour faire des tokens qui ont une belle tête, des cartes qui sont rondes pour avoir un format un peu différent. Donc que ça, c'est un peu la Rolls-Royce de la découpe, moi je trouve. Et à part ça, c'est à peu près tout. Il faut forcément une assez bonne imprimante, parce qu'il y a un moment où je consommais un nombre de cartouches d'encre vraiment important, donc j'ai fini par upgrader mon imprimante pour avoir un truc qui consommait un peu moins et qui marchait un peu mieux. Mais à part ça, il faut pas grand chose, hein. Moi, quand j'ai fait mon tout premier jeu, quand j'ai signé Shinobi chez Purple Brain, à l'époque, c'était encore, tu vois, c'était des cartes découpées
juste blanche avec, et j'écris tellement mal, j'avais demandé à une pote d'écrire à la main ce qu'il y avait sur les cartes. Donc elle m'avait écrit les 60 cartes du jeu. Et donc c'était un truc fait main, parfaitement à l'arrache, avec une aide de jeu que j'avais écrite pareil moi-même pour avoir un truc un peu clean. Et ça a suffi pour séduire un éditeur, quoi. Donc, Oui, comme quoi en fait c'est pas forcément le visuel du jeu, mais la mécanique qui est aussi importante. Mais ça va dépendre aussi énormément de ce que veut proposer le jeu. à fond. Parce que si le jeu a besoin d'avoir une ambiance, une véritable ambiance un peu visuelle, si tu as juste des cartes blanches avec des triangles violets et des carrés rouges tout moches, c'est un peu délicat. Sauf si c'est vraiment l'ambiance que tu veux donner. Je pense par exemple à 7, le jeu avec plein de couleurs là et des trucs. Ouais. Je me dis, ok, là c'était facile, mais genre, si t'as besoin de partir sur un Parks par exemple, que j'ai en tête parce que j'ai joué il y a pas longtemps, visuellement t'as besoin d'avoir l'ambiance qui va avec, donc c'est plus la même choucroute, j'ai envie de dire. À fond, ouais. Ok, donc là on a notre proto qui est un peu designé, qui est un peu visuellement, on va dire, fait et physiquement créé. Est-ce que, alors pour toi, oui, tu l'as dit, il faut qu'il soit beau avant d'être testé même, c'est ça? Ouais, clairement. En fait, j'ai un peu plusieurs passages, mais avec Elodie, ma copine, qui est ma première testeuse pratiquement tout le temps, elle joue à la version moche, mais dès que j'ai des copains à qui je dois faire jouer, j'ai encore cette réticence de les faire jouer sur des bouts de papier mal découpés à la main, des trucs vraiment crado. Et donc, dès que c'est mes testeurs et que je dois les faire jouer, j'ai déjà un truc qui est graphiquement correct. Ouais. Toi, tu as une expérience, toi, même récente, hein, en tant que créateur aujourd'hui, d'avoir justement un proto qu'on t'a présenté ou que tu es allé voir ailleurs, qui était visuellement pas très joli et qui t'a donné du coup une mauvaise impression du jeu ou pas? Pas tant que ça. Moi, le seul truc qui va vraiment me saouler sur un proto, c'est si l'ergonomie est vraiment mal faite. Tu vois, s'il n'y a pas eu cette petite réflexion de se dire, bah, il faut que ça soit très très lisible, qui est le truc qui est vraiment primordial pour que ça me gâche pas mon expérience. Mais j'arrive à faire un peu abstraction, mais je vois que naturellement, tu vois, si on est sur un week-end avec des potes co-auteurs, s'il y a un proto qui est un peu plus spectaculaire, un peu mieux travaillé, naturellement, je vais plus avoir envie d'y jouer qu'un truc qui donne pas envie, quoi. C'est assez logique, ça. Oui, sur pareil, on revient à l'adage l'habit fait le moine. À fond. Passons à la partie, je veux dire, un peu plus touchy justement sur le proto. Donc, tu as tes bêta-testeurs. Bon, j'imagine qu'au début, enfin, tout le monde fait appel un peu à ses potes pour tester, content de pouvoir présenter un nouveau jeu et sa propre idée. Mais c'est un peu comme demander à sa maman si son dessin est un peu joli, quoi. Je veux dire, elle va forcément être plus sympa que n'importe qui d'autre. Un peu, ouais, clairement. Après, c'est assez marrant parce que moi, je suis vraiment entouré de mes potes les plus proches, je pense. C'est aussi les gens qui sont les plus critiques que je connaisse. D'accord? Notamment dans les gens avec qui je joue beaucoup, il y a Gabriel Durnerin, avec qui j'ai bossé chez Yellow, qui est un mec exceptionnel et qui a vraiment une belle lecture des mécaniques de jeu et qui fait toujours des très très bons retours, mais qui est peut-être un peu parfois un peu brut dans ses retours. Et c'est à la fois des fois un truc qui me stresse un peu, mais une belle force parce que je sais qu'il va me faire des retours qui sont vraiment pertinents. Mais je suis pas trop entouré de... J'ai pas trop de potes très gentils ou qui vont vraiment faire que des bons retours. Tu vois, autour de moi, en fait, je pense que parce que les gens ont l'habitude aussi maintenant, j'ai un peu passé ce cap-là de si je fais jouer un truc et que tout le monde trouve ça nul, globalement tout le monde va me dire que c'est nul, quoi. D'accord. Mais néanmoins, Elodie, ma copine, est sûrement un peu plus sympathique, quoi. D'une manière générale, elle va prendre un peu de pincette, je pense, comme c'est ma première testeuse. Et après, très vite, en fait, moi, j'ai un groupe de testeurs à Bruxelles qui sont des gens que je connais. Ce qui est un peu bizarre, c'est que je les connais de mieux en mieux, donc c'est de plus en plus des potes. Mais au départ, c'était des gens que je connaissais un peu, en qui j'avais confiance, parce que c'est toujours un peu délicat de montrer tes jeux à des gens que tu connais pas du tout et de te sentir bien. Mais c'est des gens que je connais un peu et que j'ai commencé à inviter en disant « Ah bah je cherche des testeurs, est-ce que ça vous branche, etc. » Et ce groupe de testeurs-là, il est assez parfait dans leur implication parce que je les connais suffisamment pour qu'ils me disent la vérité, mais je les connais pas trop pour qu'ils se disent ouais, on va pas vexer Théo, on va prendre 1 million de pincettes. Donc vraiment, ce groupe de testeurs-là, il est assez parfait et je peux leur montrer des trucs encore très très peu aboutis avec beaucoup de plaisir. D'accord. Et quand est-ce que le déclenchement vers un truc plus grand public se fait? Parce que là, ok, tu fais tester à ta copine, boum, c'est le premier retour un peu brut du ok, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, on va un peu plus loin, ou alors il y a des mécaniques à travailler ou autre chose à travailler, d'accord? Ouais. Tu fais tester à tes potes proches, donc là, tu as des retours un peu plus larges, mais toujours en bienveillance
parce que les gens te connaissent, genre même s'ils sont bruts dans leur retour, il y a toujours ce côté un peu bienveillant. Ouais. T'as le troisième cercle qui est finalement le club de jeu que tu connais, voire que tu fréquentes avec des gens dedans qui te connaissent un peu moins, mais qui te connaissent quand même. Ouais. Mais à un moment, il faut passer le grand pas du ok, je connais pas les gens qui vont y aller et il faut que les gens puissent s'asseoir en se disant qu'ils veulent jouer à ça, quoi. Donc le vrai retour public de salon ou de festival. Ouais, je suis pas de ouf sur ça, parce que souvent je me sens un peu illégitime, donc j'ai un peu du mal à proposer à des gens que je connais pas très bien de jouer à un de mes jeux. Légitime dans quel sens? Je sais pas, tu vois, il y a ce côté de je vais vous faire jouer à un truc, mais c'est pas fini et c'est peut-être pas bien, alors que vous êtes sur un festival de jeux, donc je veux pas vous faire perdre votre temps à faire un jeu qui est pas de ouf, quoi. D'accord. Et donc je pense où je suis encore, et c'est marrant parce que c'est marrant, c'est pas marrant, mais j'y pense régulièrement et j'essaye de passer un peu outre ça, mais j'ai vraiment du mal à aller sur, tu vois, sur le off de Cannes avec un proto encore un peu crado et en me disant allez, je vais faire jouer des gens et puis c'est pas grave, ils sauront que c'est pas encore terrible, quoi. Je vais vraiment y aller avec grand plaisir si j'ai un truc presque fini, encore plus si c'est déjà signé chez un éditeur ou si ça me plaît. Mais sur des trucs vraiment au début, des fois je vais je vais avoir un petit peu de gêne, quoi. Mais c'est marrant parce que du coup, alors là, il y a deux choses importantes pour moi. Il y a une première chose, c'est la première de se dire, ok, tu te sens pas légitime, mais quand bien même, à un moment, il faut le faire tester à quelqu'un. Je veux dire, je sais pas comment expliquer ça. En fait, le salon de la personne lambda que tu connais pas, c'est bêtement le vrai retour client en fait que tu vas avoir. Savoir si ton jeu il va être aimé, si la mécanique va plaire, si le thème abordé est plutôt friendly pour tout le monde et peut attirer du monde. Parce que tant que tu restes dans un cercle de personnes que tu connais, sauf si tout le monde te dit bah non ça fonctionne pas et là je comprends, on passe on oublie le truc ou alors on le travaille différemment. Mais si tout le monde te dit que c'est ok, ça reste quand même des personnes que tu connais. Donc est-ce que tu as pas un peu ce sentiment à un moment de dire bon il faut se confronter au vrai public, tu vois? Parce que tu le fais, j'imagine bien que tu dois le faire à un moment, non? Ouais, mais tu vois, je suis pas certain, enfin, je suis sûr de tous mes jeux, je suis pas allé en blind d'un moment avec des gens que je connaissais pas autour d'une table avant de l'avoir présenté à un éditeur, en fait. Ah ouais. Parce que, en fait, il y a un espèce de truc d'analyse où au final, je pense qu'un peu d'expérience et un peu au feeling, il y a cette espèce de truc de je sens quand le proto il est prêt à être montré à des éditeurs et que je me sens assez bien, même si effectivement le client final a pas forcément mis les mains dedans. Avec ce côté j'ai l'impression que les retours en festival, ils sont presque plus biaisés encore que ceux dans mon cercle de testeurs, parce qu'il y a ce côté de tu joues avec l'auteur, tu le connais pas trop, c'est un peu intimidant, t'es sur un festival donc les gens ils sont un peu de bonne humeur, généralement quand je l'ai fait, les retours étaient plus positifs que ceux que je pouvais avoir autour de moi, paradoxalement. Je vois ce que tu veux dire, je vois exactement ce que tu veux dire du coup. Mais alors, du coup, toi, là, les gens qui nous écoutent sont peut-être des futurs créateurs, et je leur souhaite. Mais du coup, tu leur conseillerais justement de pas passer par le off, par exemple, le off de Cannes? C'est un peu au feeling en fait. Je sais que. Alors, il faudrait qu'on touche une pièce de 2 € à chaque fois qu'on dit Bruno Catala, mais comme ça on sera riche à la fin de ces épisodes. Mais Bruno, par exemple, est le genre d'auteur qui va tout le temps en off, qui présente toujours ses protos très très vite à plein de gens, etc. Mais en grande partie parce qu'il adore ça en fait. Et je parle pas pour lui parce que j'en ai jamais parlé avec lui, mais je suis pas certain que ça soit le moment où il ait les meilleurs retours et les meilleurs feedbacks des gens. D'accord. J'ai dit 2 fois le même mot, une fois en anglais, une fois en français, ça fait un peu classe. Mais ça lui permet de jouer, de discuter avec du monde, et il y a un espèce de truc de service en tant qu'auteur aussi. Moi, je sais que j'aime bien aller sur les offs et faire jouer mes jeux, et c'est pour ça que je suis plus confort de jouer avec des jeux presque finis, parce que j'ai avant tout le plaisir de jouer avec des gens que je connais pas. Ça, je l'ai à 100% par contre. D'accord. Tu vois, quand on était à Cannes et que on présentait The Loop, que j'ai co-créé avec Maxime Rambourg et qui était presque fini à ce moment-là. Je l'ai pas fait parce que j'étais très occupé, mais j'aurais eu vraiment grand plaisir à prendre un moment, à me caler sur la table, à expliquer aux gens, à les regarder jouer, à discuter avec eux, parce que j'étais en confiance sur le fait que le jeu marchait et parce que ça me faisait plaisir de jouer et de discuter avec des gens. Là où si le truc est encore branle-ballant, ça va plus me stresser et donc ce sera pas un très bon moment pour moi. Et j'ai du mal à me motiver à faire des trucs qui sont pas des très bons moments en fait. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, j'amène le deuxième point quand on a parlé quand tu as lancé le sujet du off justement. Et là, je vais amener un peu mon expérience de joueur. Moi, le off de Cannes, par exemple, c'est un endroit que je déteste. Je ne déteste ça. Alors, pour l'ambiance en général, parce qu'il y a énormément de bruit, il y a énormément de monde et c'est dur de trouver comment me trouver là-dedans, enfin trouver mon plaisir là-dedans, mais je n'aime pas cet endroit parce qu'il y a effectivement que du proto et j'ai du mal à
à jouer à un jeu si visuellement il est pas attirant. J'ai besoin en fait, et c'est vachement binaire parce que tu vois, je parlais de 7 par exemple qui visuellement est pas attirant du tout, et pourtant j'adore ce jeu. Mais je sais que c'est un jeu fini, donc je passe ce côté test entre guillemets, ou pas fini, hein, ou proto. Mais et pourtant j'en ai fait des off et des protos sur des off, mais si le jeu visuellement me paraît pas terminé, me paraît pas dégager une ambiance ou a juste bah voilà des triangles violets et des carrés rouges pour dire que ça c'est le shérif et lui c'est le bandit. Non, je vais pas m'amuser, du coup, je vais pas me concentrer correctement sur le jeu. Et toi, en tant qu'auteur, tu as déjà fait de off-jeu de Cannes, ça je l'imagine largement, mais est-ce que tu as ce même ressenti de visuel? Alors, je pense que oui, parce que toi, tu as besoin qu'il soit joli dès le début, tu l'as dit, mais est-ce que tu peux comprendre que les gens sont, est-ce que tu conseillerais, en fait, aux gens de se dire: «Bah, lancez-vous sur la mécanique de base pour voir vos premiers retours», en fait? En fait, ce que tu décris, je suis d'accord avec toi à 100% et je suis persuadé que la plupart des gens réagissent comme toi. Et donc il y a vraiment ce côté et il y a tout un moment de quand j'ai commencé à faire des jeux, je faisais des trucs plutôt moches, justement avec ce côté de: «Ouais, il faut que les gens ils se projettent, il faut que l'éditeur il puisse mettre sa patte et puis comme ça me prend pas longtemps et puis c'est parti». Mmh. Et là, c'est pas Bruno Catala, donc on touchera même pas 2 €. Mais c'est Antoine Boza qui m'a vachement conseillé sur ça et qui m'a appris vachement de trucs. En fait, si ton jeu, il n'est pas tel que tu auras envie qu'il soit quand il est fini, alors à toute proportion gardée, hein, tu vas pas payer un illustrateur pour faire tous les dessins, etc. Mais au moins dans la veine de ce que tu auras envie d'avoir, l'expérience de jeu, elle va être trop altérée pour que tes retours et tes tests ils soient vraiment pertinents. Si c'est un jeu avec des cow-boys et que effectivement c'est des triangles et des ronds violets, bah, la plupart des gens ils vont pas rentrer dedans, alors que peut-être que si tu avais mis un clipart de shérif et un clipart de cow-boy, bah, les gens ils seraient mieux rentrés dedans et donc ils auraient plus apprécié le jeu. D'accord. En fait, il y a ce côté de il faut que ton décor et que tout ce que ton jeu y raconte, ça soit jamais parasite pour la partie en fait. Oui. Et être moche, bah, les gens ils vont être concentrés sur le fait que c'est moche. Comme ils seront concentrés sur le fait que c'est moche, ils vont pas bien jouer et qu'à la fin ça fera une moins belle expérience. Complètement, oui. Et en fait, du coup, je comprends mieux cette idée, enfin, pour avoir testé des protos, tu vois, enfin, c'est moi qui vais le dire cette fois, Bruno Catala, mais genre d'Abyss sur une des dernières extensions qui était sortie. Effectivement, tout était terminé. Enfin, je vois, le proto, on voit que c'est un proto parce que c'est quelque chose qui est collé sur un morceau de carton et donc c'est pas du design final, mais voilà, tu n'as aucun doute sur le fait que bah, c'est joli, c'est agréable, et tu sais que ça va avoir cette patte finale qui est à 90% finie en fait. Voilà, tu sors pas du jeu et tu sais exactement à quoi ça va ressembler. Mais c'est vrai que je comprends du coup ce truc, et c'est pas idiot en fait, hein, de se dire ça, parce qu'on en revient finalement un peu à l'ergonomie comme tu en parlais au début, pour que ce soit agréable à jouer et à lire. Parce qu'effectivement, si tu as que des triangles violets et des carrés et machin, si à chaque fois tu dois te poser la question de savoir ce que c'est pour pouvoir jouer correctement et te regarder, c'est plus agréable du tout et tu sors complètement de ce que tu voulais faire. À fond. J'ai un exemple sur ça qui me vient en tête parce que je l'ai vécu plusieurs fois. C'est des auteurs qui construisent leurs protos et après récupèrent des cubes. Alors sur des protos, il y a des cubes, hein. Et ils n'avaient pas les bonnes couleurs. Et donc il y a un truc bah, cette carte, elle me dit prenez 2 cubes rouges. Et le rouge, bah, c'est du rose parce que le mec, il avait plus de rouge, ou la fille d'ailleurs, il avait plus de rouge dans son étagère à proto. Et donc les cubes rouges, c'est les roses, et les verts, c'est les violets. Et bah, en fait, c'est le genre de truc où, oui, on s'en fout parce que je peux faire l'effort mental avant de me dire bah, quand je prends du rouge, je prends du rose. Mais en fait, ça va me faire bugger toute la partie. Et donc ma partie, elle sera pas agréable. Et donc ça va entacher mes retours et mon expérience de jeu. Et donc c'est typiquement le genre de truc sur lequel il faut faire un peu attention. Ouais, clairement, pour pouvoir au moins séduire. Enfin, en fait, on en reste à la question de se dire, pour avoir un vrai retour pertinent de personnes, il faut qu'ils aient l'expérience maximale du jeu final, en fait. À fond. Mais tu vois, c'est marrant, là je parle encore de mon expérience personnelle parce que tu parlais de The Loop qui était à Cannes donc cette année en proto. Nous au Défaussé, donc on a eu le plaisir alors pas de t'avoir toi directement, mais la présentation du jeu, et effectivement c'était un proto. Bon, il était finalisé, j'imagine déjà à 90%,
mais ça n'a pas changé du tout notre expérience de jeu, parce que voilà, il était final. La tour à cube était finalisée. On voyait que c'était une imprimante 3D qui avait fait le truc. Elle n'était pas complètement finalisée, mais elle était quand même jouable et agréable à utiliser. Mais effectivement, ça nous a permis de kiffer l'expérience de jeu au maximum, en fait. Et c'est marrant parce que quand on nous a présenté le truc en disant c'est encore en proto, j'ai eu tout de suite cette réaction de me dire Ouais. pas cool, parce que j'ai peur de gâcher mon expérience et du coup de pas avoir vraiment le jeu finalisé. Mais en fait non, il était finalisé à je veux dire même 95%, parce que tout était bon, les cartes de personnages étaient là et ainsi de suite. Et du coup, c'est vrai que c'est cette petite réticence de truc. Mais il y a des gens qui adorent effectivement aller dans le off chercher de la petite perle qui pourra être éditée plus tard. Ok, on a notre proto, il est fait, il est finalisé à 90% visuellement, mécanique, tout, on peut le présenter. On a tous nos retours de off, troisième cercle, deuxième cercle, premier cercle, copine ou copain, et on sait exactement que le jeu, où sont les défauts et où sont les bons points du jeu. Qu'est-ce qu'on en fait? Toute cette expérience qui nous est retournée, qu'est-ce qu'il faut en faire? Faut la digérer déjà. Il y a un vrai truc, c'est pas toujours un moment facile. Moi, je sais que je l'ai pas toujours bien vécu. Et il y a des moments où t'as pris plein de retours, il y a des choses qui marchaient pas, il y a des gens qui n'ont pas aimé des morceaux de trucs. Et des fois, c'est pas facile en fait de digérer tout ça et de se dire est-ce que je vais sur la bonne route, est-ce que je dois tout arrêter, où est-ce que je vais aller, etc. Et donc il y a vraiment cet aspect de trier un peu les retours. Sachant que les gens ils sont souvent un peu bruts, alors pas bruts dans le sens où ils sont rarement méchants, Maladroit? mais ils vont dire un peu tout ce qui leur passe. Ouais, maladroit, c'est le bon mot, je pense. Et parfois, il y a quand même un phénomène, notamment sur les festivals de jeux, du retour pour le retour. Tu discutes avec des gens et puis ils ont envie de dire un truc à la fin parce que ils sont là, ils ont partagé un moment avec toi. C'est plaisant en fait de faire une remarque et d'avoir peut-être le petit commentaire qui va améliorer significativement le jeu. Et donc des fois, c'est des trucs qui sont un peu à côté de la plaque. Il faut réussir à bien les analyser, sortir tout ce qui est génial dans ce qu'on t'a dit et enlever tout ce qui n'était pas terrible. Pas sur le côté est-ce qu'on a aimé ou pas le jeu, mais si c'était intéressant ou pas. Il y a un vrai truc, mais qu'on pourra aborder encore un peu plus en détail dans le prochain épisode. Attention du teasing. C'est aussi de vachement observer les tests, en fait. C'est intéressant de voir comment les gens jouent et de les regarder jouer, parfois presque paradoxalement plus que d'écouter leurs retours. Si tu vois qu'il y a des gens qui ont bugué 5 fois sur l'effet d'une carte, même si à la fin tu leur dis « elle n'était pas un peu compliquée cette carte ?» et qu'ils te font « oh non, ça va », en fait, s'ils ont bugué 5 fois dessus, c'est que la carte elle a un problème et qu'il faut éventuellement la changer, quoi. Donc il y a vraiment ce côté analyse de ce qu'on t'a dit et de ce qu'on t'a pas dit. Et à partir de là, il faut un peu revoir sa copie, tout en ne trahissant pas ce que tu avais en tête au début. Moi, je l'ai eu un peu avec Flying Goblin, qu'on a fait avec Corentin Lebras, qui est un jeu où on catapulte des gobelins dans la boîte, donc qui est vraiment un jeu volontairement plutôt crétin. Où on lance des trucs, donc il y a de la dextérité, donc forcément ça plaira pas à tout le monde. Et parfois on avait des retours de gens où clairement, si je devais analyser un peu ce retour, c'était j'aime pas les jeux de dextérité et donc ça m'a pas plu. Et donc clairement ces retours-là, on pouvait les écouter, on devait les écouter, mais c'était pas ceux qui allaient révolutionner la manière de percevoir le jeu, et on n'allait pas d'un coup changer le jeu en enlevant tout son aspect un peu foufou et un peu crétin, parce qu'il y a des gens qui avaient pas aimé cette partie-là. Donc on a écouté ces retours, on les a pris, mais à la fin, on s'est pas dit on va tout bouleverser parce qu'il y a des retours qui allaient dans ce sens-là, parce qu'on voulait pas trahir notre vision du jeu qu'on avait, à savoir faire un truc un peu débile où on jette des machins dans des boîtes, quoi. Oui, finalement, en fait, tu sais que c'est pas ton client de base. Genre, c'est la personne qui, ok, n'achètera pas le jeu parce que elle aime pas ce genre de jeu, donc tu n'y peux rien, en fait. C'est ça. Ok, du coup, on arrive sur la fin et tu as très bien teasé le prochain épisode. Je vais récap un tout petit peu, du coup, les grandes lignes de l'épisode, mais du coup, l'idée de base, c'est de dire on a notre mécanique, on a notre thème, on sait où on veut aller. C'est tout de suite, mais là encore une fois, c'est ta vision de la chose, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument faire ça, mais dans l'idéal de toi, en tout cas, comment tu travailles, c'est créer ton proto physiquement avec du vrai matos. Alors je dis vrai matos, c'est-à-dire vrai matos physique, c'est pas juste une feuille papier, c'est avoir un matos un peu construit, faire des premiers retours de personnes proches qui peuvent avoir les mots encourageants qui vont avec, et puis au fur et à mesure écarter vers d'autres personnes qui vont avoir des retours vraiment constructifs, des connaisseurs, finaliser un vrai proto au maximum à 90%, essayer de faire du salon, essayer de faire du vrai test, voire éventuellement faire tester un éditeur pour avoir des vrais retours pro, digérer tout ça,
et ensuite retirer le bon du mauvais et savoir ce qui nous intéresse sans vraiment trahir ce qu'on voulait faire à la base. C'est pas mal ou j'ai oublié des trucs? Non, c'est pas mal. Je me rends compte que moi, j'ai oublié un truc qui est un peu important, c'est vous prenez pas la tête sur les visuels aussi. C'est pas le moment et c'est pas le rôle de l'auteur de payer un illustrateur ou de, je sais pas, se prendre la tête pendant des heures et des heures pour trouver le bon visuel exactement. Il y a plein de ressources sur Internet, il faut pas hésiter à les utiliser. Comme en plus on est dans une utilisation qui est non commerciale, vous pouvez récupérer des illustrations d'un illustrateur que vous aimez bien pour habiller votre prototype. Et vraiment, il faut à la fois creuser pour essayer de trouver un truc qui vous plaise et qui fasse joli encore une fois. Et notamment, et vraiment surtout, ne rien payer à cette étape-là, sauf si ça vous fait extrêmement plaisir, parce que c'est pas encore nécessaire. Ouais, clairement, oui. Ne pas dépenser de l'argent qu'on n'a pas là-dessus. Le but, c'est d'en gagner, pas d'en perdre avant. Ouais, clairement. Donc, le prochain épisode, finalement, j'ai envie de l'appeler presque digestion, mais je vais lire la phrase que tu m'as mis dans les trucs parce que je la trouve fantastique. Les tests et le système itératif, comment arriver à quelque chose de canon. Et ça, c'est classe. J'avoue que ça fait un peu prestige, quoi. Donc, les tests et la répétition finalement du test, Ouais. tout simplement, pour arriver à ta finalité, à ton produit fini, à ton proto, qui sera plus proto, mais ton jeu futur, clairement. Ouais, à fond. On pourra parler en plus de la relation éditoriale, de quand est-ce qu'elle rentre un peu dans ce process-là. Et on pourra parler un peu plus justement effectivement de la digestion et de ce que les testeurs amènent dans ces moments-là. Et ouais, et ça me plaît beaucoup parce que la relation éditoriale, c'est ce que ce qui m'intéresse énormément en fait, parce que tu arrives à quelque chose de... Ouais, je vais arrêter d'en parler, on en parlera plus tard. On en parlera la prochaine fois. Voilà, je fais mon propre teasing. Ok, j'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à faire vos retours, commentaires, étoiles, pouces bleus, partage, machin. Mais surtout, les retours, c'est moi, ce que j'aime le plus là-dedans, c'est savoir si l'émission vous parle ou pas du tout, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas mis en lumière, qu'on aurait pu ou sur lequel on aurait dû insister. Donc n'hésitez pas. Théo, je te remercie encore une fois pour ton temps, pour ton savoir et ton expérience. Avec grand plaisir, merci à toi. C'est toujours très chouette de papoter. À chaque fois, j'ai plus l'impression qu'on enregistre un épisode à un moment et qu'on est en train de papoter. Oui, et je suis obligé de garder un chrono et en me disant je suis obligé de couper, alors qu'en vrai, j'ai envie de continuer à en parler. On se retrouve la prochaine fois avec ce qu'on a dit, et puis jouez bien, éclatez-vous bien et créez, parce que tant qu'on crée, on vit. C'est très beau. Allez, bisous, ciao.